Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour vous abonner. Vous pouvez aussi devenir membre YouTube, mécène ou faire un petit don en utilisant le lien dans la description. Sans plus attendre, accueillons notre invité de ce soir, le professeur Mohammad Marandi. Le professeur Marandi est iranien et enseigne à l'université de Téhéran. Professeur Marandi, bienvenue à nouveau dans India and Global Left. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous et votre excellent public. Professeur Marandi, il y a eu des frappes entre les États-Unis et l'Iran pendant environ 13 jours, si je ne me trompe pas. Et ces 3 dernières nuits, nous avons connu une relative accalmie. Qu'est-ce que cela signifie, en particulier du point de vue iranien? C'est difficile à dire parce que les États-Unis continuent d'acheminer de nouveaux équipements, du nouveau matériel militaire et des munitions. Et bien sûr, les Iraniens se préparent eux aussi à une possible nouvelle vague d'assaut et d'agression. Les États-Unis ont évidemment perdu la guerre. Ils ont perdu au cours des 40 jours de combat de la guerre du Ramadan, puis 2 mois de guerre de siège ont également échoué. C'est ce qui a contraint Trump à accepter le protocole d'accord. Puis Trump a saboté ce protocole. Il a violé toutes les clauses de l'accord dès le premier jour, comme on pouvait s'y attendre. Il a refusé de restituer les avoirs iraniens volés. Première violation, il a étendu le régime de sanctions. Une autre violation, il a refusé de contraindre le régime israélien à quitter le Liban et à arrêter les tueries et les bombardements. Une autre violation, il a continué à menacer l'Iran et les dirigeants iraniens. Encore une violation. Et puis il a violé l'article 5 qui disait essentiellement que pendant la durée du protocole d'accord, l'Iran gérerait le détroit d'Ormuz et normaliserait le commerce. L'Iran et l'Iran seul. Mais les États-Unis ont ensuite conspiré avec l'Arabie saoudite, les Émirats et le Koweït, 3 pays qui les ont aidés à faire la guerre au peuple iranien, et ont créé un corridor américain vers le sud. L'Iran a averti les États-Unis que c'était une violation. Il a averti ces régimes pendant des jours qu'il s'agissait d'une violation de l'accord. Et finalement, puisqu'ils ont ignoré les avertissements de l'Iran, l'Iran a dû frapper 3 navires et contraindre les États-Unis à mettre fin à l'utilisation de ce corridor. Puis les États-Unis ont bien sûr attaqué l'Iran dans une nouvelle violation et ils ont rétabli le blocus. Au final, les États-Unis ont violé toutes les dispositions de l'accord, alors même que, malgré le refus des États-Unis de mettre en œuvre cet accord, le nombre de navires traversant le détroit d'Ormuz augmentait chaque jour. Aujourd'hui, les États-Unis, après 13 jours, comme vous l'avez souligné, ont interrompu leur assaut contre le peuple iranien. Mais l'Iran ne sait toujours pas clairement ce que les États-Unis veulent faire. Les Iraniens estiment qu'il existe plusieurs scénarios possibles. L'un d'eux, c'est que Trump pourrait se retirer. C'est moins probable. Un autre, c'est qu'il accepterait ou qu'il chercherait à conclure un accord. Mais bien sûr, s'il doit y avoir un accord, l'Iran exigera davantage que ce que nous avons vu dans le protocole d'accord. Ce protocole ne suffit plus à l'Iran. Il est possible qu'il relance les attaques comme celles que nous avons vues auparavant, même si, là encore, cela semble plutôt peu probable. En revanche, ce qui est assez probable, c'est qu'il élargisse la guerre. Reste à savoir si cela signifie de lourdes frappes aériennes dans tout le pays, visant des infrastructures civiles essentielles, une opération terrestre ou une combinaison des deux. Cela reste incertain. Mais c'est à cela que les Iraniens se préparent.
Les prix du pétrole ont augmenté dès le début des frappes. Et cela se produit à un moment où les réserves sont à des niveaux historiquement bas, aux États-Unis comme dans d'autres régions du monde. Nous avons aussi d'autres problèmes économiques liés à El Niño dans l'ensemble de l'océan Indien, de l'Afrique à l'Asie de l'Est et du Sud-Est, ainsi que des vagues de chaleur en Europe. Tout cela fait grimper en flèche les prix agricoles. Et des économistes disent que les contraintes économiques qui pèsent sur le régime Trump sont si fortes qu'il lui est presque impossible de mener une guerre à grande échelle pendant trop longtemps. D'autres disent que l'administration Trump pourrait jouer à ce jeu du chat et de la souris. Frapper, puis s'arrêter, faire semblant de négocier, puis continuer. Et cela pourrait durer longtemps. Quel est votre sentiment? Voyez-vous une fin permanente des hostilités ou pensez-vous que cette succession de frappes, puis de pourparlers, puis de nouvelles frappes, va encore se poursuivre pendant un certain temps? Ce n'est pas clair. Puisque les sionistes, le lobby sioniste et le régime israélien veulent une escalade, contrairement à pratiquement tout le reste du monde, il y a de fortes chances qu'il y ait une escalade. Et si l'on ajoute à cela l'ego de Trump, alors ces chances paraissent assez élevées. Cela ne veut pas dire que cela se produira. Mais en ce moment, les médias disent que les États-Unis sont à court de missiles, d'intercepteurs et de ce genre de choses. En Iran, ils ne voient pas là une raison pour que les États-Unis ou Trump s'orientent vers une désescalade. Parce qu'après tout, c'est Trump. Il n'est pas prévisible, il n'est pas normal, son régime est anormal. Les États-Unis ont toujours été un régime anormal. C'est une forme d'exceptionnalisme. Ce pays se considère au-dessus du droit et de la morale. Mais dans le cas de Trump, c'est, je pense, encore pire que sous les présidents précédents. Donc les Iraniens, comme je l'ai dit auparavant, se préparent au pire. Il est vrai que les pénuries mondiales s'aggravent, surtout maintenant que les Saoudiens ont provoqué le Yémen en bombardant l'aéroport international de Sanaa et en poussant le Yémen à riposter. Cela aggrave encore davantage la crise énergétique mondiale, parce que le Yémen a fermé la mer Rouge aux exportations pétrolières saoudiennes, notamment le détroit de Bab el-Mandeb. Et nous avons vu qu'en représailles aux frappes saoudiennes, le Yémen a pris pour cible des raffineries et des installations pétrolières saoudiennes. Et donc, les pénuries mondiales de pétrole vont s'aggraver plus rapidement qu'auparavant. Bien sûr, les États-Unis continuent de manipuler le prix du pétrole. Mais à un certain moment, quand le pétrole sera épuisé, la manipulation ne fonctionnera plus. Et il semble que nous soyons assez proches de cette phase. Nous avons connu 5 mois de pénurie croissante, à l'exception de quelques semaines pendant la mise en œuvre du protocole d'accord. Et maintenant, ces pénuries augmentent de nouveau, mais à un rythme encore plus rapide. Et bien sûr, à cela s'ajoute ce que vous avez évoqué, la question des engrais, de l'hélium et de tous les autres produits pétrochimiques, ainsi que du GNL, qui ne sont plus exportés depuis la région du Golfe Persique. Le monde entre donc dans une phase très, très dangereuse. Chaque jour que cela continue sera littéralement plus catastrophique pour le monde et pour l'économie américaine. Mais si cela se prolonge trop longtemps, ou si les États-Unis continuent de choisir l'escalade, alors je pense qu'une dépression économique mondiale est inévitable. Et pourtant, on pourrait penser que les États-Unis seraient assez raisonnables pour ne pas s'engager dans cette voie. Surtout quand ils voient avec quelle facilité le Yémen détruit les installations pétrolières saoudiennes. Imaginez que les États-Unis passent à l'escalade, ce que l'Iran serait alors capable de faire aux actifs saoudiens et aux actifs de ces autres pays complices de la guerre contre l'Iran.
Quel est l'état des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite à l'heure actuelle? Parce que ces 2 derniers mois environ, ou depuis que les États-Unis ont commencé à attaquer l'Iran, on a vu l'Iran faire très attention à ne pas escalader contre l'Arabie saoudite. Dans une certaine mesure, les cibles se trouvaient au Koweït, à Bahreïn, en Jordanie, mais elles étaient moins nombreuses en Arabie saoudite. Mais maintenant, on constate, et beaucoup en parlent, que les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite pourraient s'améliorer à l'avenir, pour de nombreuses raisons dont nous avons parlé dans cette émission, y compris avec vous. Sans parler de la relation de l'Arabie saoudite avec les États-Unis, qui est, disons-le, compliquée. Et pourtant, on voit maintenant l'Arabie saoudite jouer un rôle plus direct dans cette escalade. Je pense notamment aux informations selon lesquelles des groupes irakiens auraient mené des attaques par drone en Arabie saoudite. Et puis, certains parlent aussi, en substance, d'une reprise de la guerre civile au Yémen. Certains experts disent qu'avec les Émirats arabes unis, qui affaiblissent leur soutien au mouvement séparatiste du Sud, l'Arabie saoudite pousse plus fortement en faveur du soi-disant gouvernement internationalement reconnu et que les Houthis, Ansar Allah, s'y opposent. Beaucoup disent donc qu'il s'agit au fond de la guerre civile interne du Yémen qui s'est désormais étendue à la mer Rouge. Ce qui voudrait aussi dire que ce n'est pas directement lié au conflit entre les États-Unis et l'Iran. Mais d'autres disent qu'il y a une dimension régionale. Je voulais donc vous demander ce que vous pensez de la relation entre l'Iran et l'Arabie saoudite à l'avenir, dans ce contexte de complexité régionale, si vous voulez. Eh bien d'abord, je dois souligner que la résistance irakienne a déclaré n'avoir mené aucune frappe contre l'Arabie saoudite et que les forces armées yéménites ainsi qu'Ansar Allah en ont revendiqué la responsabilité. Je pense donc qu'il faut partir du principe que c'est le Yémen qui a mené ces frappes. Et bien sûr, elles sont des représailles à l'agression saoudienne et aux années de blocus saoudien. En réalité, il n'y a pas vraiment de guerre civile au Yémen au sens traditionnel du terme. Ce que font les Saoudiens, c'est financer des forces par procuration. Eux et les Émirats soutiennent depuis de nombreuses années des groupes par procuration, en finançant des armées privées et de nombreux mercenaires étrangers pour combattre Ansar Allah et les forces armées yéménites. Cela dure depuis plus d'une décennie et ils ont échoué. Même les Saoudiens et les Émiratis, au plus fort de leur hostilité envers le Yémen, n'ont pas réussi à prendre la capitale. Et 80% de la population yéménite vit sous l'autorité du gouvernement installé dans la capitale, Sanaa, depuis bien plus de 10 ans. Pourtant, si ce n'est pas le soi-disant gouvernement yéménite internationalement reconnu, c'est uniquement à cause de l'argent saoudien, de l'argent émirati et du soutien de l'Occident. Ce soi-disant gouvernement internationalement reconnu n'existe donc que dans la capitale saoudienne. Sur le terrain, il n'a pratiquement aucune influence, où que ce soit. La raison pour laquelle ce conflit a repris, c'est que les Saoudiens refusent de lever le siège imposé aux citoyens yéménites. Ils essayent d'affamer les femmes et les enfants, et ils le font depuis de nombreuses années. Leur guerre génocidaire, qui a commencé il y a plus de 10 ans, a été soutenue par l'Occident et les pays de la région. Tous les pays de la région la soutenaient, sauf l'Iran, bien sûr, y compris le Qatar et la Turquie. Puis l'Arabie saoudite et les Émirats se sont retournés contre le Qatar, et le Qatar et la Turquie ont alors pris leur distance avec le génocide. Durant toutes ces années, le Yémen a été soumis à un blocus, et les gens ordinaires ont été affamés. Des centaines de milliers de personnes au Yémen sont mortes à cause de la guerre menée contre elles, et beaucoup sont mortes de faim. La marine américaine en mer Rouge a contribué à provoquer cette famine. Elle empêchait des navires d'entrer dans les ports.
Un ancien officier ou responsable américain l'a dit un jour. Je l'ai entendu dire qu'il se trouvait sur un navire de guerre en mer Rouge, lorsqu'ils ont arrêté un bateau qui faisait entrer clandestinement des médicaments au Yémen. Et les Américains ont jeté tous les médicaments à la mer. C'est ce qu'ils ont fait au Yémen. Ce n'est pas une guerre civile. C'est une guerre d'agression contre le peuple yéménite. Le Yémen avertit donc les Saoudiens qu'ils doivent lever le siège. Puis voilà ce qui s'est passé. L'Iran a envoyé un avion à Sanaa, la capitale du Yémen, à l'aéroport international de Sanaa, pour y récupérer une délégation venue aux funérailles de l'ayatollah Khamenei. Les Saoudiens voulaient apparemment bombarder l'aéroport. Les défenses antiaériennes yéménites les en ont empêchés. Mais au retour, lorsqu'il s'est agi de ramener la délégation chez elle, les Saoudiens ont bombardé l'aéroport. C'était un avion civil, avec un équipage civil, des hommes et des femmes. Cela a indigné l'Iran, mais c'était un acte de guerre contre le peuple yéménite. Le Yémen a donc commencé à riposter en disant que le régime saoudien devait mettre fin au siège imposé au peuple yéménite. Ce n'est donc pas une affaire intérieure au Yémen, c'est une question d'agression contre le peuple yéménite. Et les Saoudiens ont mis fin à la guerre génocidaire lorsque le Yémen a commencé à frapper les infrastructures pétrolières saoudiennes. Aujourd'hui, le Yémen est bien plus fort qu'à l'époque. Et il est extraordinaire de voir à quel point le régime saoudien a été stupide en provoquant le peuple yéménite par le bombardement de l'aéroport international. Ils l'ont donc cherché. Mais le Yémen a été très habile. C'était aussi une très bonne occasion pour lui de faire pression sur les Saoudiens, car le détroit d'Ormuz était fermé. La fermeture du détroit d'Ormuz a contraint le régime saoudien à dépendre entièrement de la mer Rouge pour ses exportations de pétrole. Cela a donc donné au Yémen davantage de leviers pour mettre fin au siège imposé à son peuple, aux femmes et aux enfants. Ils ont donc bloqué le détroit aux pétroliers saoudiens. Puis bien sûr, après que les Saoudiens ont commencé à bombarder Al-Hodeïda, ils ont commencé à frapper les installations pétrolières saoudiennes. Si cela continue, ça ne va pas bien se passer pour les Saoudiens. Ils tentent de détruire le Yémen et le gouvernement yéménite depuis bien plus de 10 ans, et ils ont échoué. Aujourd'hui, la situation n'est pas meilleure. Les États-Unis ne peuvent pas faire grand-chose pour les aider. Elle a déjà fort à faire avec sa guerre perdue contre l'Iran. Elle a perdu face au Yémen. Elle a perdu face à l'Iran. Elle ne va pas gagner une guerre contre le Yémen et l'Iran en même temps. Donc, ce n'est pas une bonne situation. Mais l'Arabie saoudite est un pays qui n'a pas une grande souveraineté. On a vu comment Trump a humilié Mohammed Ben Salman il y a quelques semaines, lorsqu'il a dit que devant, si j'ai bien compris, une salle remplie de Saoudiens, Mohammed Ben Salman pouvait lui embrasser le derrière. Et plus récemment, les Américains ont annoncé un accord nucléaire avec l'Arabie saoudite. Puis, au tout dernier moment, Trump a dit qu'il devait reconnaître le régime israélien avant d'être autorisé à avoir ce programme nucléaire. Ce genre d'humiliation n'est pas quelque chose qu'un pays souverain accepterait. Mais l'Arabie saoudite n'a pratiquement pas réagi à ce type de comportement de la part des Américains. Et on m'a dit, 2 personnes assez crédibles me l'ont affirmé, que les Américains ont poussé les Saoudiens à mener cette attaque contre l'aéroport international de Sanaa. Ce que je trouve tout aussi insensé de la part des Américains, parce qu'en faisant cela, ils ont aggravé la crise économique mondiale. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour Trump. Je suis curieux de connaître votre avis sur la motivation américaine à faire pression.
Enfin, si cette théorie est juste, alors les États-Unis ont poussé les Saoudiens à attaquer l'aéroport de Sanaa. Je me demande pourquoi les Américains le feraient, alors qu'à mon sens, ils craignent un blocus à Bab el-Mandeb. Vu l'histoire de cette escalade, très récemment, pendant le génocide, cela ne s'est pas bien passé pour eux. Et traditionnellement, il me semble que l'intérêt américain dans la région s'alignait davantage sur la stratégie des Émiratis, qui consiste à contrôler des ports importants dans les provinces du Sud, plutôt que sur l'intérêt de l'Arabie saoudite, qui voit le conflit sous l'angle de sa sécurité frontalière et de la gestion de ses frontières. Donc il me semble que l'Arabie saoudite a intérêt à faire monter le conflit d'un cran en ce moment. To escalate the conflict at this point in time, and I can see. Et je vois, enfin, une façon de le dire, c'est que l'Arabie saoudite voudrait faire cela parce qu'elle pense probablement, à tort, vouloir stopper l'influence iranienne dans la région. Mais si ce n'est pas le cas, elle pourrait estimer que c'est le bon moment pour attaquer Ansar Allah. Pour des raisons justifiées ou non, à tort ou à raison, elle a peut-être évalué que le gouvernement internationalement reconnu est désormais capable de faire la guerre. Et puis, compte tenu des informations venant du gouvernorat d'Al-Jauf, dans le nord, des zones tribales sous Al-Hazm, selon lesquelles il bénéficierait d'un soutien massif, l'Arabie saoudite voudrait attirer ce soutien dans sa coalition contre Ansar Allah. Donc au fond, ma question est la suivante. Quelle est la motivation de l'Arabie saoudite pour intensifier ce conflit, alors qu'en 2022, il m'avait semblé qu'elle voulait au moins le geler, voire, dans une perspective de bonne foi, chercher à le résoudre. Eh bien, ce genre d'information venant du Yémen selon laquelle toutes ces tribus veulent être avec les Saoudiens, on l'entend depuis bien plus de 10 ans. Et pendant la guerre génocidaire contre le Yémen, qui ressemblait beaucoup à ce qui s'est passé à Gaza, la seule différence, c'est qu'à l'époque, il n'y avait aucune sympathie pour le peuple yéménite. Al Jazeera soutenait l'Arabie saoudite. Tout le monde les soutenait. Les médias affiliés au régime turc soutenaient l'Arabie saoudite et les Émirats à l'époque, jusqu'à ce que, comme je l'ai dit, les Saoudiens et les Émiratis se retournent contre eux. C'est alors que les choses ont commencé à changer. Donc il n'y avait littéralement aucune sympathie pour le peuple yéménite pendant qu'on l'affamait. Et alors qu'on se comportait envers les Yéménites comme le régime israélien s'est comporté envers Gaza, nous n'avions pas ce genre de sympathie. Contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui à Gaza, où le monde est indigné par le régime israélien. The world is outraged at the Israeli regime. But I think also Yemen was. Et puis, le Yémen n'a jamais été une question de frontière pour l'Arabie saoudite. Les Saoudiens ont toujours considéré le Yémen comme leur arrière-cour. Eh bien, avant qu'Ansar Allah n'émerge comme force populaire et centrale au Yémen, les Saoudiens l'ont toujours maintenu délibérément dans le sous-développement et la pauvreté. Ils voulaient que cela reste ainsi. Mais quoi qu'il en soit, je pense que les Saoudiens et les Américains ont fait un mauvais calcul. Ils pensaient qu'ils devaient empêcher les Iraniens de pouvoir briser le blocus. Car si des avions iraniens parvenaient à atterrir puis à faire des allers-retours, ce serait la première étape vers l'effondrement du blocus imposé au peuple yéménite. Ils ont donc pensé qu'ils devaient empêcher que cela ne commence. Mais leur erreur, leur grave erreur de calcul, a été de ne pas comprendre à quel point le Yémen était déterminé à mettre fin au blocus. Et les Saoudiens leur ont donné une bonne raison de riposter en commettant cet acte de guerre. C'était donc une grave erreur de calcul de la part des Américains et des Saoudiens, en partant du principe que les Américains étaient derrière cette attaque. L'idée, c'était que le Yémen ne ferait pas grand-chose. Il condamnerait l'Arabie saoudite pour le maintien du siège, puis les choses reviendraient à la normale. Mais je pense que c'était une erreur de calcul insensée. Et je pense qu'il était clair à travers les déclarations publiées par le gouvernement yéménite
et les forces armées yéménites, dans les semaines précédant cette attaque contre l'aéroport, que le Yémen ne tolérerait plus le siège imposé aux femmes et aux enfants du Yémen. Et bien sûr, cela profite énormément à l'Iran également. La fermeture du détroit d'Ormuz profite au Yémen, comme je l'ai dit. Cela lui donne davantage de levier lorsqu'il bloque les exportations de pétrole saoudiennes. Mais l'inverse est aussi vrai. Alors que l'Iran est engagé, là encore, dans cette guerre de siège avec les États-Unis bloquant d'un côté et les Iraniens de l'autre, cette fermeture aux exportations énergétiques saoudiennes donne à l'Iran davantage de levier face aux États-Unis. Donc la fermeture du détroit d'Ormuz donne au Yémen davantage de levier sur l'Arabie saoudite, et la fermeture du détroit de Bab el-Mandeb, ainsi que les frappes contre les installations énergétiques saoudiennes, donnent davantage de levier à l'Iran dans ce combat autour d'Ormuz contre les États-Unis. Donc en réalité, il s'agit d'une stratégie conjointe de l'Iran et du Yémen, d'un côté, et de l'Arabie saoudite et des États-Unis, de l'autre. On peut aussi inclure les Émiratis, bien sûr, même s'ils semblent à ce stade être en arrière-plan dans la situation au Yémen. L'utilisation du pétrole comme levier de conflit, on la retrouve aussi en Ukraine. Le régime de Kiev a fait exploser un navire marchand iranien dans la mer Caspienne. Et la rhétorique s'est sensiblement durcie, tant en Iran qu'en Ukraine, de part et d'autre. Cela implique aussi la Russie et les États-Unis, ou la Russie et l'OTAN. Quelle est la situation actuelle entre l'Iran et l'Ukraine? Que se passe-t-il entre eux en ce moment? Nous avons aussi vu des tentatives massives, sinon une véritable implantation, mais en tout cas considérable, d'utiliser le régime ukrainien pour s'ingérer dans la politique de l'Asie occidentale. Des informations font état, récemment, de cellules ukrainiennes qui auraient attaqué des responsables et des bâtiments du gouvernement irakien. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Des porte-paroles irakiens ont déclaré qu'il fallait approfondir l'enquête, mais l'enquête préliminaire indique que des cellules ukrainiennes auraient été utilisées. Que se passe-t-il en ce qui concerne les ambitions ukrainiennes en Asie occidentale, alors que le pays lutte pour sa propre survie face à la Russie? Eh bien, l'Ukraine travaille étroitement avec le régime d'Al-Qaïda en Syrie, ainsi qu'avec les régimes et les forces supplétives affiliées aux États-Unis, partout en Asie occidentale et aussi en Afrique. Mais l'attaque contre le navire iranien qui était un navire privé est intervenue alors qu'il ne transportait pas d'armes. Après avoir été touché, l'équipage a filmé l'attaque, au cours de laquelle un membre de l'équipage a été tué. Ils ont montré que le navire ne transportait rien ayant un lien avec le militaire. Même si cela avait été le cas, la frappe aurait été illégale. Mais quoi qu'il en soit, cela montre que le récit des médias ukrainiens et occidentaux est mensonger. Il est clair, en revanche, que l'Ukraine n'aurait pas pu frapper ce navire sans les renseignements américains. C'était une opération menée avec le soutien de la CIA. Les pays de l'OTAN n'ont pas cette capacité. Ce sont les États-Unis qui ont cette capacité. Et les États-Unis ont aidé l'Ukraine à cibler des actifs à travers la Russie, des installations à travers la Russie, qu'il s'agisse de cibles énergétiques liées au secteur de l'énergie ou d'autres cibles civiles. Les Iraniens y voient donc une frappe de Zelensky et de la CIA contre leur pays, et ils ont dit qu'ils riposteraient. Maintenant, comment les Iraniens vont-ils riposter? Cela reste à voir. Mais bien sûr, quand on contrôle le détroit d'Ormuz, cela vous donne beaucoup de leviers. Quand vos alliés sont présents en Méditerranée, en mer Rouge, dans la mer d'Oman et dans l'océan Indien, vous avez effectivement des leviers. Je pense donc que les Iraniens vont faire preuve de patience. Mais ce que cela fait, c'est renforcer encore davantage
le lien entre l'Iran et la Russie, parce que les deux parties considèrent que leurs causes sont de plus en plus similaires. Par extension, cela crée donc un lien plus fort entre l'axe de la résistance et la Russie, ainsi que ses alliés en Europe de l'Est. Mais je pense aussi que Zelensky avait plusieurs objectifs. L'un d'eux est de dire à Trump et de lui montrer à quel point il est important pour le régime Trump. Il veut donc que Trump lui apporte davantage de soutien dans sa guerre contre la Russie. Et il veut relier la guerre en Ukraine au génocide à Gaza, ainsi qu'à la guerre contre l'axe de la résistance et l'Iran en Asie occidentale. Mais je pense que cela nuit davantage aux États-Unis que cela ne les aide. Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, cela rapproche des pays comme l'Iran et la Russie. J'ai deux questions, donc votre réponse pourra être courte ou longue selon le temps dont vous disposez. Je voudrais terminer sur Israël et la Palestine, étant donné que Netanyahou rencontre Trump aujourd'hui à la Maison-Blanche et que nous avons assisté à une expansion massive de la violence des colons et de l'occupation en Cisjordanie. Ou alors, prenons peut-être ce sujet d'abord, puis terminons par une question plus large sur la multipolarité ou sur la manière dont vous voyez évoluer ce monde. Car, comme vous l'avez dit, cela rapproche la Russie et l'Iran, ou bien l'axe de la résistance, la Russie et leurs alliés. J'aimerais donc vous interroger sur votre vision de la multipolarité. Mais commençons par cette rencontre. Qu'en attendez-vous? Parce que, par le passé, la plupart des rencontres entre Netanyahou et Trump ont été suivies d'une montée des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Et cela intervient, une fois de plus, à un moment critique. Alors qu'attendez-vous de cette rencontre? Quelle est la motivation qui la sous-tend? Il faut se rappeler que dans The Atlantic, Robert Kagan a écrit que la guerre contre l'Iran constituait la plus grande défaite militaire de l'histoire des États-Unis. Et cela aura un impact énorme sur l'avenir. Et donc ce qui s'est passé ensuite, je pense, ne fera qu'aggraver les choses pour les États-Unis. Les États-Unis perdront donc la guerre contre l'Iran, même s'ils l'étendent, et prennent pour cible les infrastructures civiles iraniennes, les centrales électriques, et ainsi de suite. L'Iran ripostera, il détruira les forces par procuration des États-Unis dans toute la région, celles qui sont complices de cette guerre. Et nous avons déjà vu ce que le Yémen peut faire. Alors évidemment, l'Iran peut faire bien davantage, et l'Iran pourrait mettre fin à tous ces régimes, ce qui provoquerait un effondrement économique mondial immédiat. Je veux dire que les marchés paniqueraient dès qu'ils verraient les ravages que l'Iran peut causer. Donc, quelle que soit la manière dont Trump avancera, il échouera. Mais ce qu'il fera et la façon dont cet échec se manifestera, cela reste à voir. Je pense donc que grâce à la résilience et à la résistance du peuple iranien et de l'axe de la résistance, nous assistons déjà à l'effondrement de l'Empire, à un rythme bien plus rapide qu'auparavant. L'Empire a perdu sur le plan militaire. C'était le dernier outil dans sa boîte à outils, avec son modèle de propagande. Mais ce modèle de propagande ne fonctionne pas non plus. Les médias occidentaux n'ont pas réussi à rallier un soutien en faveur de ce soi-disant Occident civilisé pendant cette attaque contre l'Iran. Et nous voyons que dans la majorité mondiale, les gens soutiennent l'Iran. Et même en Occident, en très grand nombre, une part importante de la société soutient l'Iran. C'est sans précédent. Cela montre donc que, sur le plan militaire, ils ont échoué. Sur le plan de la propagande, ils ont échoué. Et sur le plan économique, la situation se dégrade très rapidement pour les États-Unis et l'Occident. Et le monde va tenir Trump, Netanyahou et les sionistes responsables des difficultés économiques qu'il subit et, à l'avenir, probablement de difficultés bien plus grandes encore. Donc, je pense que l'ensemble de tout cela est catastrophique pour l'Amérique, pour l'Empire occidental. Cela y mettra fin bien plus vite que nous ne le pensions.
Et donc nous allons entrer dans une ère plus multipolaire. Mais ce sera une période très dangereuse, parce que nous voyons que l'Empire occidental est totalement impitoyable, meurtrier. Il a retiré son masque, il est tout à fait disposé à commettre un génocide au Liban et à Gaza, et il est tout à fait disposé à commettre un génocide contre le peuple iranien. Le régime de Washington parle ouvertement d'anéantir le peuple iranien. Et vous ne voyez aucun parlementaire européen s'exprimer avec indignation. Vous ne voyez pas le Parlement européen faire de déclarations. Vous ne voyez aucun parlement dans aucun des pays européens, ni au Canada, ni en Australie, ni en Nouvelle-Zélande, condamner les menaces proférées contre le peuple iranien. Le masque est tombé, et l'Occident se comporte comme il le faisait au XVIIIe et XIXe siècle, une colonisation brutale et impitoyable, et des massacres de masse. Mais avec l'Iran, ils découvrent que ce n'est tout simplement pas faisable. Ce n'est pas possible. L'Iran est ferme et résilient, et il les bat. Et on voit la même chose avec le Yémen, qui se tient aux côtés de la République islamique contre l'Empire et ses supplétifs. Je pense donc que nous entrons rapidement dans une nouvelle ère. C'est un tournant, un moment décisif dans l'histoire. Mais là encore, c'est très dangereux. C'est un moment dangereux, parce que les États-Unis pourraient faire s'effondrer l'économie mondiale dans leur rage irrationnelle à cause des sionistes et du sionisme. Just a final note on the emerging multipolar Juste une world. dernière remarque sur le monde multipolaire émergent. Comme vous le dites, c'est un monde dangereux parce qu'on assiste vraiment, d'un côté, à une ultime tentative pour sauver l'impérialisme, et de l'autre, on voit se constituer un réseau de résistance à l'impérialisme très vaste. Nous avons vu des forces nord-coréennes combattre aux côtés de la Russie contre les forces de l'OTAN en Ukraine. Nous voyons une relation très étroite entre la Russie et l'Iran. We are seeing a very close relationship between Russia and Iran. China, Russia are strengthening their hands. La Chine et la Russie renforcent leur position dans leur lutte contre l'encerclement américain et les attaques américaines, partout en Asie de l'Est et en Eurasie. Et puis, il y a des pays qui ne font pas forcément partie de cette lutte sur le plan de la sécurité, ou peut-être que si, mais qui s'allient eux aussi à ces forces. Je pense aux relations économiques très étroites qui se développent actuellement entre le Brésil et la Chine. Le Brésil dépasse même les États-Unis dans les exportations de soja, de bœuf et de nombreux autres produits agricoles. Je veux dire, les États-Unis ont beaucoup de mal à se retrouver en deuxième position derrière le Brésil pour de nombreuses matières premières, des produits agricoles dont ils dominaient traditionnellement les exportations. En quoi est-ce différent ou semblable à la lutte contre l'impérialisme pendant la guerre froide ou à cette période de lutte pour la décolonisation? On a vu l'Union soviétique exercer une forme de leadership auprès des mouvements de libération nationale partout dans le monde, de l'Angola à l'Algérie jusqu'à l'Indochine. Mais bien sûr, il s'agissait de mouvements de libération nationale. On voit quelque chose de similaire aujourd'hui. Mais évidemment, on ne voit pas une direction unique comme celle qu'incarnait l'Union soviétique. On voit différentes nations se rapprocher pour résister à l'impérialisme. Je voulais simplement vous demander quelles similitudes, quelles spécificités et quelles différences vous voyez par rapport aux années précédentes de la guerre froide dans la lutte contre l'impérialisme. Eh bien, je pense qu'il y a une différence majeure. La révolution en Iran, la révolution islamique, était une révolution qui estimait que l'Iran devait être indépendant des deux blocs et que les deux blocs exerçaient une hégémonie négative. L'Union soviétique, on a vu ce qu'elle a fait en Afghanistan et elle avait beaucoup de problèmes dans lesquels je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'entrer.
Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de débats sur la nature du régime soviétique. Mais elle avait un avantage, en ce sens que son effondrement a permis aux États-Unis de devenir l'hégémon mondial, et que la résistance aux États-Unis a véritablement été laissée à l'Iran. Rappelez-vous, à l'époque, l'Iran faisait partie de l'axe du mal, et la Chine était encore faible à ce moment-là. Elle commençait tout juste à émerger. L'Union soviétique s'était effondrée. La Russie était en difficulté depuis de nombreuses années. Et la Russie et la Chine, disons, au cours de la dernière décennie, ont vraiment commencé à s'affirmer comme de grandes puissances. Pendant un certain temps, les États-Unis se sont donc vraiment concentrés sur la destruction de l'Iran. Et l'Iran, durant cette période, alors même qu'il était assiégé, soutenait des mouvements de libération à travers le monde, à Cuba, au Venezuela, dans l'Afrique du Sud de l'apartheid. L'Iran soutenait la résistance là-bas. En Bosnie, littéralement, c'est l'Iran qui a sauvé le peuple bosnien. Et bien sûr, la Palestine, avant tout. Et c'est la véritable raison pour laquelle l'Iran est si profondément méprisé par les élites occidentales. C'est parce que l'Iran s'oppose au nettoyage ethnique, au génocide, à l'apartheid en Palestine et à la colonisation de cette terre. Le modèle de résistance de l'Iran était donc différent de celui de l'Union soviétique. L'Iran n'a jamais planté son drapeau dans d'autres pays et n'a jamais ouvert de base à l'étranger. Son soutien allait au-delà des ressemblances religieuses ou de l'idéologie. Cuba était communiste, mais l'Iran le voyait comme une victime. Je pense donc que l'idéologie de l'Iran découle bien sûr de milliers d'années d'héritage, mais aussi de l'islam, et en particulier de l'islam chiite, qui considère que la lutte contre l'oppresseur et l'hégémon est nécessaire et que le soutien aux opprimés et aux démunis est obligatoire, conformément à l'islam. Et c'est pour cela que l'Iran n'est pas toléré par les États-Unis. Je ne dis donc pas que tout dans l'Union soviétique était négatif. Mais les deux blocs étaient rivaux l'un de l'autre, et les Iraniens pensaient que leur voix était différente. C'est pourquoi, lorsque les États-Unis soutenaient Saddam Hussein et que l'Occident lui fournissait des armes chimiques à utiliser contre le peuple iranien, l'Union soviétique assistait elle aussi Saddam Hussein. Ce n'était pas comme si l'Union soviétique était neutre. Elle penchait elle aussi en faveur de Saddam Hussein. Et bien sûr, en Afghanistan, l'Iran soutenait la résistance contre l'occupation. La différence entre l'Iran et l'Occident, c'était évidemment que l'Occident soutenait le wahhabisme, ainsi que des groupes salafistes, takfiristes et extrémistes, tandis que l'Iran soutenait la résistance locale. L'Occident soutenait l'expansion de l'idéologie saoudienne, ce qui a conduit à la montée d'Al-Qaïda, puis de Daesh et d'autres groupes de ce type. L'Iran soutenait des groupes dirigés par des Afghans et qui voulaient que leur pays soit libéré. Mais en raison des sommes immenses que l'Occident injectait en Afghanistan, évidemment, les groupes affiliés aux États-Unis et à leurs supplétifs ont pris le dessus. L'Iran, lui, était opposé à l'occupation. Et l'Iran a été victime du soutien de l'Union soviétique à Saddam Hussein, aux côtés des États-Unis et des Européens. Oui, il sera très intéressant de voir à l'avenir quelle sera la nature du leadership iranien dans les luttes de libération nationale à travers le monde. Bien sûr, la Palestine reste tout à fait centrale, mais je serais aussi curieux de connaître son rôle ailleurs. Professeur Marandi, cette conversation a été très enrichissante pour moi et j'espère qu'elle plaira aussi aux autres. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous en suis reconnaissant. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et pour finir, je vous le recommande encore une fois, je l'ai déjà dit à maintes reprises, je pense que vos téléspectateurs devraient lire Going to Tehran.
Mais concernant ce concept de résistance, le livre d'Alastair Crooke, Resistance, aiderait, je pense, les gens à mieux comprendre ce que cela signifie pour les Iraniens, pour l'Axe et pour les personnes qui soutiennent l'Axe de la résistance. Nous allons en rester là, professeur Marandi. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. De même pour vous. Et j'espère que vous et votre audience passerez une excellente journée. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Ces 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si notre contenu vous a plu jusqu'ici et que vous souhaitez nous aider à constituer une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don pour cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.